pour un débat. Le regard de la jeune génération sur le travail. Vont me rejoindre Pascal Lorne, Guillaume Lacroix et Fanny Picard. Jingle. Pascal Lorne, vous êtes le fondateur de GoJob. Guillaume Lacroix, président de Brut. Fanny Picard, honneur de Alter Equality. Propriétaire donc. Hein. Bienvenue à tous les trois. Brut, c'est le média 100% vidéo qui a 250 millions de spectateurs uniques par mois, mais c'est énorme. Et le Covid nous a fait passer à 350 millions, et donc c'est assez fort. Et là-dessus, il y a 70% de moins de 35 ans. Ouais. Comment vous l'expliquez ? C'est la réunion du talent, de la chance et du travail, mais plus... En fait, sans faire exprès, on a commencé à raconter des histoires qui étaient basées sur un système de valeurs. La responsabilité du pouvoir, le droit des femmes, la lutte contre les discriminations, tout ce qui est tourné vers la solution, les minorités et évidemment l'environnement. Et il se trouve que ces valeurs-là fonctionnent à travers le monde sur les jeunes du monde entier. Donc on s'est retrouvé à faire un média global, au sens où ce qu'on raconte, que ce soit une histoire française, japonaise, chinoise, africaine, américaine, marche à travers le monde. Mais non, et pourquoi ? Parce que c'est la forme aussi qui compte, j'imagine, pour les jeunes. Je pense que la forme, c'est juste un véhicule. Il se trouve que quand vous regardez du contenu sur un téléphone, si c'est en 16/9, comme ça, on ne le voit pas beaucoup. Si c'est vertical, on le voit bien. Et 90% des vidéos regardées sur Facebook le sont sans le son. Donc il faut mettre des sous-titres. C'est-à-dire vous lisez autant que vous regardez la vidéo. Donc ça, c'est juste un problème de format. Je pense que c'est plutôt le fait qu'il y a vraiment une ou deux générations qui on en marre d'attendre et font des choses, que ces gens-là n'étaient pas mis en avant, n'étaient pas mis en lumière par les médias traditionnels, et que nous, on s'est emparé de ces histoires et qu'on les a mis en avant, et que ça je pense, fédéré beaucoup d'énergie et de communauté à travers le média. Comment se passe le choix des histoires, justement ? Ça se passe très classiquement, entre guillemets. On a une conférence de rédaction le matin avec des journalistes. Mais là où il faut faire attention, c'est que je ne vois pas comment on peut raconter les histoires de la société si on n'est pas à l'image de la société. C'est-à-dire qu'il faut être divers, nous on respecte la parité, on respecte tous les critères de diversité quasiment chez Brut. Et c'est pas tellement une volonté morale, c'est une nécessité éditoriale. Parce qu'on ne peut pas être pertinent sur la société si on n'est pas à l'image de la société. Donc après, ce sont nos journalistes qui nous amènent des histoires. On n'est pas data-driven au sens où on n'utilise pas ce qui est en train de trender sur les réseaux sociaux pour raconter des histoires. Parce que pour moi, c'est la négation de ce que c'est qu'un média. Un média, ça doit vous intéresser à des sujets dont vous n'avez pas la moindre idée que ça vous intéresse. Et c'est parce qu'il y a une marque média forte que vous y intéressez et d'un coup vous apprenez des choses. C'est là où on lie une relation entre le média et l'individu. Du coup, vous embauchez des jeunes ? On embauche, je pense que la moyenne d'âge chez nous, ça doit être 26-27 ans. Par exemple, on a une verticale de Brut qui s'appelle Brut Nature, qui fait des centaines de millions de vidéos vues à travers le monde et qui est gérée par 5 ou 6 journalistes qui ont entre 22 et 26 ans et qui font un carton monumental. Ouais, on embauche beaucoup de jeunes. Ouais. C'est pas trop dur avec les jeunes ? Parce que souvent, ils ont... Non, c'est pas dur. Ça me fait sourire la perception de c'est dur. Je pense que c'est différent de génération en génération. Moi, j'ai 45 ans. J'ai grandi avec, il fallait rentrer dans une grande entreprise, faire un grand parcours, etc. Et j'ai mis du temps à m'aligner avec qui j'étais. L'énorme différence entre, je pense, nos générations et les générations plus jeunes, c'est qu'eux, ils sont déjà alignés avec qui ils sont et ils le revendiquent et ils le veulent. Donc quand ils arrivent dans la société, je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs dans les entretiens d'embauche. Les entretiens d'embauche, on est autant interviewé qu'on interviewe les candidats à l'embauche parce qu'ils ont un certain nombre de revendications, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, ils veulent être sûrs qu'ils rentrent dans une entreprise avec des valeurs qui sont conformes aux leurs. Pascal Lorne, justement, est-ce que c'est ça, maintenant, ce sont les jeunes qui choisissent, qui ont ce luxe ? Avant, la génération, peut-être même juste avant, elle était plutôt assez impressionnée de rentrer dans un grand groupe. Maintenant, ils n'ont plus vraiment envie. Nous, on le vit à travers 2 exemples, puisque GoJob est le leader de l'intérim digital. Ce sont 10 000 salariés intérimaires et qui sont gérés par une centaine d'ingénieurs, pas intérimaires, mais bien col blanc. Dans la génération des cols blancs, qu'est-ce qu'on vit ? C'est exactement ce que tu décris. C'est des personnes qui veulent être
alignés, avec une mission sociétale. On emploie tout de suite les grands mots, mais c'est une réalité, un véritable alignement, parce que donner du travail à des jeunes de banlieue, c'est donner de l'amour. Et quand on est un jeune ingénieur ou un jeune sorti d'une grande école et qu'on a la possibilité tous les jours de se lever et d'aller réparer les maux de la société, puisque c'est ce dont on est en train de parler, c'est cette ostracisation qu'il peut y avoir sur les gens un peu trop ci, un peu trop ça, un peu trop jeune, un peu trop vieux, un peu trop blanc, un peu trop noir, un peu trop diplômé, pas assez, tous ces exclus de la société à qui plus personne ne veut filer de boulot. Donc pour nos jeunes cadres très intelligents, bien élevés, bien instruits, c'est juste génial. Donc alignement de planète entre la mission personnelle et la mission de société. Là où ça devient vraiment différent, c'est que nos 10 000 salariés intérimaires, aujourd'hui, ce ne sont plus de la boucherie comme de la viande à boucherie, comme les anciennes sociétés d'intérim pouvaient le faire auparavant et qui finalement étaient envoyées un coup à gauche, un coup à droite. Notre application leur permet non plus de répondre « Oui, monsieur, j'y vais, pas de problème, je suis présent ». Leur application leur permet de choisir en 2-3 swipes, à la Tinder diront certains, là, oui, j'ai envie d'y aller. Parce que moi, maintenant, j'ai envie de travailler pendant 3 mois, donc je décide d'aller travailler sur cette mission. Je prends en main mon destin. Et donc, pour répondre à votre question, quels que soient les niveaux d'études, aujourd'hui, la jeunesse, qu'elle soit col blanc ou col bleu, se réapproprie son destin, son travail. Et comme le travail, c'est quand même une des grosses marches de la dignité humaine, j'ai l'impression que la dignité humaine est en train de reprendre en main, la jeunesse est en train de reprendre sa dignité à travers le choix de l'employeur, que ce soit un employeur high-tech, que ce soit un employeur de col bleu. C'est maintenant les jeunes qui décident et qui sont aux commandes. Fanny Picard, c'est un acte militant, finalement, d'aller travailler? Ça peut tout à fait être un acte militant. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi, je suis assez frappée par le fait que les jeunes d'aujourd'hui ont envie de travailler dans des entreprises qui vont sauver le monde, qui ont un sens. En tout cas, être utiles au monde, qui ont un sens, par différence avec les jeunes de nos générations. Enfin, moi, quand je suis sortie de l'école, de mon école de commerce en 92, les jeunes voulaient aller travailler chez McKinsey ou chez Goldman Sachs, dans des cabinets de conseil ou dans des banques d'affaires, et gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Ils sont beaucoup mieux alignés, comme tu le disais. Donc, c'est un acte militant. Ils forment une action politique en allant travailler. Justement, est-ce qu'ils trouvent réponse à ça? Parce qu'on a l'impression que finalement, il y en a plein qui veulent attendre avant de trouver un emploi. Oui, ils trouvent réponse absolument. Je veux dire, quand on travaille dans vos entreprises ou chez Alter Equity ou dans nos autres participations, puisque nous avons le grand bonheur d'être actionnaires chez GoJob, par leur activité, chacun, ils contribuent à 1 brique, 2 briques, 5 briques, 10 briques qui vont trouver des solutions au dérèglement climatique, trouver des solutions aux problèmes d'inclusion, trouver des solutions aux problèmes d'insuffisance d'informations de qualité sur des sujets majeurs à un moment où les réseaux sociaux tournent un petit peu en boucle et forment une information, on va dire, sans entrer dans les détails, de moindre qualité. Absolument, c'est extrêmement efficace et on a besoin des jeunes dans ces entreprises parce qu'on a besoin de trouver des solutions à un certain nombre de grands enjeux contemporains que nos anciennes générations ont fabriqués. Oui, alors, du coup, comment ça se passe? On voit que maintenant, il y a une période assez difficile en France, qui était le confinement. Alors, tout le monde est débranché sur Brut, certainement, mais le télétravail, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que pour eux, du coup, c'était beaucoup plus simple? Est-ce qu'on est dans un changement de paradigme? C'est une véritable accélération à laquelle on assiste. Moi, je vais vous donner un exemple bien concret. Du jour au lendemain, lorsque le confinement a été déclaré, 100% de notre entreprise a été capable de basculer en télétravail. Là où des acteurs plus traditionnels devaient s'organiser. Madame Michu de chez Ginette Intérim devait se demander si elle pouvait utiliser l'ordinateur familial ou pas pour travailler à distance et comment faire pour utiliser le VPN, etc. Donc je pense que là, ce qu'on voit à travers ce confinement, c'est une prise de conscience que finalement, des choses qui n'étaient pas possibles jusqu'avant le sont très facilement à partir du moment où tout le monde se retrouve dans la même situation. Et je trouve que cette expérience
d'avoir 2 milliards d'individus qui se sont retrouvés, Ouais, c'est fou. quel que soit leur pays, leur niveau d'études, leur place dans la hiérarchie sociale de l'entreprise, confrontés au même problème de le matin, est-ce que je gère les enfants avec les devoirs, il faut faire à manger à midi et en même temps gérer les conf calls. Ça, c'est le PDG de la plus grande boîte et aussi le salarié qui vient de démarrer et qui termine son stage, qui l'ont vécu dans leur chair. Donc je pense que cet effet transformationnel, il est juste unique au monde parce que 2 mois, 2 milliards de personnes au même moment se retrouvent à vivre la même chose. Je crois que ça n'arrive jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Je ne suis pas certain que ça arrivera à nouveau. Donc là, il se passe un truc et les conséquences, on commence juste à les mesurer, je pense. Vous pensez que ça va aller plus loin, Fanny? Parce qu'on voit, en tout cas, c'est dans tous les grands groupes, une réflexion sur l'intégration du télétravail dans les modèles d'organisation. Donc oui, je pense que ça va aller plus loin. Je pense que ça va aller plus loin. Je pense aussi qu'il y a non seulement le télétravail, mais il y a le fait que les voyages d'affaires vont beaucoup moins être physiques que digitaux. On va beaucoup plus avoir recours à Zoom. Donc cette digitalisation, c'est un peu la même à la fois sur le télétravail et le voyage d'affaires. C'est une rupture majeure du Covid et ça, je pense que c'est acquis et que ça va aller plus loin. Enfin, ou en tout cas, ça va perdurer. Vous adhérez? Ouais, j'adhère, oui et non, parce que que ça soit transformationnel, il n'y a pas de doute. Que ça accélère la digitalisation d'un certain nombre de sujets, par exemple comme le voyage d'affaires et les meetings, c'est une chose, mais le Covid, il y a 2 mouvements. Il y a l'accélération de la digitalisation et il y a l'importance de l'humain. C'est-à-dire que moi, je suis un peu gêné quand j'entends tous les discours sur le télétravail, parce que ça oublie quand même le coût humain de cette transformation. Et après, ça oublie aussi que le télétravail, alors particulièrement dans le cas du confinement, quand vous parlez des générations les plus jeunes, qui n'ont pas forcément accès au logement ou dans des conditions assez difficiles, etc., rester 3 mois confinés dans 12 mètres carrés, dans un studio, etc., c'est pas simple. Il y a des sujets de santé mentale qui émergent. Donc, pour moi, le Covid et les sujets de télétravail, c'est indéniable qu'on va beaucoup plus utiliser le télétravail. Il va falloir bien l'utiliser parce qu'il y a quand même une part d'humain qu'il faut absolument valoriser et traiter. Le télétravail est très bien pour exécuter un certain nombre de choses, mais par exemple, dans les industries créatives, l'intelligence collective a du mal à s'exprimer dans le télétravail. Et puis, la valorisation des gens, c'est hyper important, humainement. Donc, il faut qu'on arrive à bien naviguer entre les deux. Nous, on s'est contraints, par exemple. On s'est dit, avant le Covid, on était tous au bureau. Pendant le Covid, on était tous en télétravail. Donc, on a pris des bureaux, là. Enfin, on a gardé des bureaux, mais on est en pleine expansion, qui ne nous permettent de prendre que 50% de la boîte. On ne peut jamais avoir plus que 50% de nos salariés, et encore. Du coup, on est en train d'inventer ce que ça veut dire. Mais au moins, on sait qu'on peut aller entre le télétravail et l'humain, Et pour l'instant, ça se passe assez bien et c'est assez intéressant ce que ça crée. Je suis assez d'accord. J'ai répondu à la question de savoir Non, bien est-ce que sûr, ça va durer ou pas. Ouais. Si la question est est-ce que c'est souhaitable ou pas, nous, on est à 100% physique aujourd'hui. Personnellement, je suis contre le télétravail parce que je trouve que, surtout pour nos jeunes, le fait de se frotter à nous, Voilà. d'être avec nous, ils apprennent beaucoup plus. On crée une équipe de façon Et la beaucoup plus transmission se fait efficace. mieux aussi. Ouais, voilà. Je trouve que nous avons, aussi parce que nous sommes petits, logé nos bureaux à un endroit qui fait que tous les salariés du groupe peuvent y venir en transport en commun et assez facilement. Et voilà, je trouve que le télétravail n'a pas que des avantages d'un point de vue humain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut faire attention à l'équilibre des deux, mais j'imagine c'est ce que vous voyez. Mais Ce sera le mot de la fin. M'inscrire en vrai pour conclure sur ce sujet de l'humain, puisque moi c'est vraiment mon dada. Et en fait, ce que j'ai vu à travers cette période post-Covid, c'est que finalement l'humain plus que jamais et la mission plus que jamais doivent être non pas périphériques, mais au cœur du projet, puisque des personnes qui sont amenées à un petit peu moins se voir, évidemment, si elles n'ont pas une culture très forte, et quand je dis une culture très forte, ce n'est pas uniquement se réunir une fois par jour avec Zoom ou Hangout, c'est une culture dans laquelle il y a un alignement entre les convictions personnelles, certains diront cosmiques, les conditions holistiques du monde dans lequel on évolue, donc économique, politique, intergénérationnel. Et à partir du moment où cet alignement existe, là, on peut se permettre d'avoir des gens qui travaillent en télétravail à droite ou à gauche, parce que dans ces cas-là, tout est permis. Mais si ces conditions d'alignement ne sont pas là, eh ben on se retrouve avec des gens qui dépriment de leur cuisine parce qu'ils ne savent plus à quoi ils servent.
Pascal Lorne, merci beaucoup. Good job, Guillaume Lacroix, Brut et Fanny Picard, Alter Equity. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.